Salut, je m'appelle Alexandre Baudouin, je suis vice-président de vente et marketing chez Semences Prograin. Dans le fond, Prograin, on produit des soya à valeur ajoutée pour les producteurs nord-américains, européens et partout dans le monde. Prograin, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1980 avec la vision de commercialiser, dans le fond, du soya. Mais tout d'abord, ça a commencé avec du blé. Donc, c'est une famille qui avait des vaches laitières qui ont décidé de vendre leur parc laitier pour se lancer dans la vente de semences. Ils se sont lancés dans le blé et ont vu rapidement que le blé, c'était peut-être pas un produit à valeur ajoutée. Donc, on a décidé de chercher, dans le fond, un nouveau produit qui pourrait un peu, sans nécessairement dire révolutionner le marché, mais amener un peu plus de valeur puis de la longévité dans le futur. Donc, on a décidé de se lancer dans la création d'une ligne de soya. Et Prograin, c'est la première entreprise qui a lancé le soya au Québec en 1984. Donc, leur vision, c'était vraiment d'arriver avec un soya à valeur ajoutée dans le but d'en exporter le produit. Donc, ça a commencé avec du soya non OGM qui était micronisé. Donc, Prograin a fait l'achat d'un microniseur. Donc, on pouvait rôtir en fait le soya pour le revendre à des meuneries et ainsi de suite, pour ensuite se diriger vers du soya d'alimentation humaine. Donc, un soya qui serait récolté, conditionné et exporté à travers le monde pour l'alimentation humaine. Donc, que ce soit vendu à des importateurs, que ce soit vendu à des transformateurs qui font des tofu, boissons de soya et autres. C'est important de dire que Prograin, à la base, savait déjà qu'il fallait absolument avoir notre propre programme de recherche pour avoir des soya à valeur ajoutée. Donc, d'aller chercher des soya qui sont d'autres compagnies, c'était pas ça qui était pour nous donner une valeur ajoutée auprès des producteurs agricoles du Québec et éventuellement ailleurs dans le monde. Donc, en 1986, on a parti le premier programme de recherche de Prograin. Et c'est là qu'on a commencé à créer nos propres variétés. Et maintenant, bien, on est 100% autonome dans tout ce qui est non-OGM pour arriver avec des soya à valeur ajoutée pour les producteurs canadiens et même européens et américains. Donc, vraiment, on est un petit peu partout avec soit notre propre marque ou du soya de marque privée. Dans le fond, Prograin, nous, on est verticalement intégrés. Donc, comme je l'ai dit, on a notre propre centre de recherche où on crée nos variétés. Ça prend en moyenne de 6 à 8 ans avant d'avoir une nouvelle variété. Donc, à partir du premier croisement jusqu'à la commercialisation du premier grain qui peut être destiné aux producteurs, ça prend à peu près ça, 6 à 8 ans. On essaie d'être le plus rapide possible, mais c'est sûr qu'on va avoir quelque chose qui va être commercialisable, qui va perdurer dans le temps. Suite à ça, dans le fond, on a notre propre équipe de vente qui vendent les semences à travers un réseau de distribution canadien, nord-américain. Et puis après ça, toute la portion non-OGM, on rachète le grain à 100 % des producteurs. Donc, leur récolte est garantie d'être rachetée à 100 %. Donc, il n'y a aucun risque associé à ça. On l'entrepose, on le conditionne, on le met en sac, entre autres, en vrac, dans des conteneurs, et on le réexpédie à travers notre propre réseau de distribution. Dans le fond, la seule étape qui manquerait, ça serait de transformer le produit qui nous est envoyé des producteurs. Là, on serait vraiment là, du premier croisement jusqu'au consommateur final qui goûterait un produit transformé Prograin. C'est pas dit qu'un jour, on n'y arrivera pas. Pour l'instant, ça ne fait pas partie nécessairement de la vision de l'entreprise, mais on fait quasiment un tour de roue complet, là, à partir de la création jusqu'à la vente finale. Nous, chez Prograin, ce qu'on essaie de faire, c'est de toujours apporter soit l'importateur, le transformateur aux yeux du producteur. De montrer aux producteurs québécois, ontariens, nord-américains, qu'est-ce qu'on fait avec leur récolte. De venir rattacher un sentiment d'appartenance, de dire merci d'avoir fait quelques 100 acres de telle variété, voici ce qu'on a fait avec. À la fin de la journée, on a pu nourrir X nombre de millions de personnes. Donc, à toutes les années, au niveau marketing, au niveau de la communication, on souhaite toujours ramener, que ce soit le transformateur, le nombre de gens qu'on a pu nourrir,
aux yeux du producteur agricole pour essayer de rattacher ça. Le producteur agricole, à la fin de la journée, c'est sûr qu'il fait ça pour quelque chose, il fait ça pour l'argent, mais il y en a aussi certains qui se font ça aussi pour dire « je veux nourrir quelqu'un ». Donc, peu importe où on se campe, on veut arriver à faire le lien avec le producteur, ça c'est sûr et certain. La mission première, c'est sûr et certain, c'est d'apporter des soya à valeur ajoutée aux producteurs agricoles du monde entier où on est capable de créer des soya avec une maturité qui va rencontrer leur zone de maturité. Là. Donc vraiment, un soya qui va donner de plus en plus de performance et de valeur ajoutée aux producteurs. La Montérégie Garmandagie du Québec, c'est une plateforme qui existe pour mettre en valeur les producteurs, les transformateurs, les restaurateurs, tous ceux-là qui travaillent à notre terroir de la Montérégie. C'est pour les mettre en valeur, les faire connaître, assurer leur rayonnement auprès des consommateurs pour encourager l'achat local, faire en sorte que les Montérégiens connaissent leur terroir et se l'approprient et en deviennent ultimement de bons ambassadeurs. Tous ceux qui produisent, qui transforment des produits de notre terroir, oui, nous, on est là pour les représenter. On a des membres complices, près de 250 membres complices, que ce soit des producteurs de petits fruits, produits céréaliers, des vins, évidemment, des cidres, des petits fruits au niveau de l'autocueillette, de la pomme, des produits maraîchers, des boulangeries, des fromageries. On en a à Montérégie, on est choyés, on a un grand nombre, une grande variété de types de producteurs et vraiment à tous les niveaux. Les restaurateurs également, les restaurateurs qui travaillent avec les produits de la région, qui priorisent les produits de la Montérégie sur leur table, dans leur menu, on travaille avec eux également. On est en lien avec tous les producteurs transformateurs parce qu'on leur transmet beaucoup d'informations, on les appuie, on aime ça recevoir leur information aussi, qu'est-ce qui se passe chez eux, parce que nous, on est un diffuseur. Après ça, on diffuse ça auprès du grand public. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce week-end? Il y en a un qui fait une activité spéciale dans son verger, il y en a un qui a un nouveau produit. On diffuse ça pour que les gens sachent là, toujours qu'est-ce qui se passe. Puis bien, c'est vraiment pour une multitude de raisons, de besoins. Les gens cherchent un tel type de producteur, veulent savoir où tel produit se trouve. Dans les fiches de membres complices sur le site web de la Montérégie Garmandagie du Québec, on retrouve les points de vente. Alors, si on aime un produit quelque part, on veut voir où est-ce qu'il est disponible ailleurs, mais c'est disponible dans la fiche du membre. C'est le fun quand on a rencontré quelqu'un qui l'a produit le produit, on l'amène à la maison, puis bien, on dirait que ça goûte pas la même chose. On a besoin d'en manger moins, on dirait. On priorise une certaine qualité, puis on est comme satisfait, c'est satisfaisant. Le plus gros défi, en fait, c'est l'agriculture qui l'amène, c'est Dame Nature aussi. C'est de toujours arriver avec un produit qui va soit combattre certains éléments de la nature, soit combattre certains éléments des maladies du soya, des pressions d'insectes, des choses comme ça. Pour les soya, en général, pour l'agriculteur,
Puis c'est d'arriver avec un soya aussi qui a de jour de plus en plus de rendement. Les producteurs, c'est ce qu'ils demandent. Donc, la rentabilité de la ferme est très importante. Donc, nous, on est toujours, c'est notre plus gros défi, c'est d'apporter un produit qui va toujours amener de plus en plus de profitabilité aux producteurs, sachant que le produit qu'on crée aujourd'hui va sortir dans 6 ans. Donc, il faut prévoir dans 6 ans qu'est-ce que le producteur agricole va avoir de besoin ou ça va être quoi ses préférences. Est-ce qu'ils vont changer? Est-ce qu'ils vont demeurer les mêmes? C'est sûr qu'ils changent, c'est sûr qu'il y a des nouvelles choses. On parlait de l'année passée de beaucoup de sécheresse. Bien là, souvent, on va adapter certains objectifs de recherche pour dire on devrait peut-être aller chercher des soyas qui sont peut-être un petit peu plus adaptés à la sécheresse si jamais cette sécheresse-là perdure dans le temps. Cette année, ça a été le contraire, où le printemps nous a amené un printemps complètement pluvieux. Donc, on a semé plus tardivement. Donc, chaque année nous amène son lot de défis. Puis après ça, on n'a pas tenu en compte aussi le soya qui est destiné à l'alimentation humaine. Donc, on a la portion producteur qu'on doit prendre en considération, qui est excessivement importante. Mais on doit prendre aussi le transformateur, ses préférences à lui et qu'est-ce qu'il va en faire après. Et puis après ça, il faut combiner les deux. Donc, c'est un assez gros lot de défis pour arriver à combiner un soya qui va être autant performant au champ et autant performant au niveau du transformateur. Parce que les deux cherchent le plus de rendement possible. On a notre propre centre de recherche. Dans ce centre de recherche-là, on a notre propre labo de génotypage. Donc, tous les équipements, en fait, qui sont là, les multinationales qui développent aussi des nouvelles variétés de soya ont ces mêmes équipements-là. C'est juste que Progrès, on les a à plus petite échelle pour la grosseur de l'équipe qu'on a. Ça nous donne un edge, c'est sûr et certain, par rapport aux autres compagnies parce qu'on est capable de développer des soya plus rapidement avec cet équipement-là. On travaille aussi en partenariat avec des plateformes technologiques dans tout ce qui est OGM. Ce qui nous procure un avantage concurrentiel assez notable parce qu'en ayant une base de soya non OGM, on était capable d'intégrer ces traits technologiques-là beaucoup plus facilement. Et dans le fond, on est capable d'arriver sur le marché avec notre génétique et le trait technologique que les producteurs veulent avoir. Dans le fond, d'être au Québec, principalement dans l'Est du Canada aussi, là, mais c'est sûr et certain qu'on est capable d'avoir une plus grande présence localement. Pour nous, c'est excessivement important. L'acheteur local, en fait, là, est très, très fort dans notre business. On est très présent. Et principalement aussi, les acres de non-OGM sont de plus en plus présents au Québec, dans l'Est de l'Ontario, en Ontario. Donc, pour nous, d'avoir cette position-là, c'est un avantage, c'est sûr et certain. L'Est du Canada procure probablement un des meilleurs soya au Canada en termes de performance, en termes de qualité pour l'alimentation humaine. Donc, c'est sûr et certain que ça nous procure un gros avantage. Dans la communauté agricole, les OGM sont assez bien perçus. En fait, il y a certains producteurs agricoles qui souhaitent ne pas avoir d'OGM sur leur ferme et on respecte totalement cette volonté-là. En étant déjà des fervents promoteurs du soya conventionnel destiné à l'alimentation humaine, on est sur les deux camps. Donc, on travaille autant avec les compagnies multinationales et leurs traits technologiques pour arriver à créer des variétés OGM que de créer nos propres variétés conventionnelles. Les OGM, ils ont été créés depuis près de plus de 20 ans. Ça a été créé pour un but premier, une meilleure gestion des mauvaises herbes. Les OGM, selon moi, ne sont pas voués à disparaître. Les producteurs agricoles nord-américains, du moins, sont très, très amateurs de ça. Ça leur procure une rentabilité supplémentaire des fois. Ça leur donne un mode de flexibilité, souvent sur des mauvaises herbes qui sont difficiles à attraper. Pour avoir de plus en plus de performance, c'est ce que les OGM sont capables de fournir comme produit. Mais ceci étant dit, c'est sûr et certain que le soya conventionnel est capable de bien compétitionner la profitabilité à la finalité, dans le fond, là, des soyas OGM. Mais les soyas OGM, c'est sûr et certain qu'ils sont là pour rester, c'est sûr et certain. Donc, Prograin, on travaille sur les deux camps avec les compagnies qui nous procurent aussi des traits technologiques pour être en mesure de croiser, en fait, des nouveaux produits avec leurs traits.
J'avais assisté à une remise de doctorat d'un chercheur indien sur les OGM, où il avait doublé les rendements de riz dans ses recherches, OK? Parce que c'était des OGM. Puis il finissait sa conférence en disant « Dites-moi quel milliard d'individus sur la planète que je vais laisser mourir en ôtant les OGM. » Fait que c'est une grande question. C'est une question de si on a 50 de gains et 2 d'inconvénients, est-ce que ça vaut la peine? Je pense qu'il faut qu'il y ait des recherches indépendantes. Il ne faut pas laisser les recherches seulement aux vendeurs de produits. Il faut qu'on ait la chance d'avoir qu'il y ait des gens qui, nous, au gouvernement, fassent des recherches indépendantes, qu'on ait des clubs conseils qui ont des recherches indépendantes. Mais être contre ça, je pense que l'humain a eu l'intelligence d'inventer des choses. Ça n'a pas toujours été des bonnes choses, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses. C'est comme les... En tout cas, c'est comme beaucoup d'autres choses. Je pense que l'humain a l'intelligence. À lui, après, évaluer qu'est-ce qu'il en fait. Mais si on rejette toute l'évolution des technologies, bien, il y a du monde qui va crever de faim sur la planète. On a la chance d'être une société riche qui peut se permettre d'acheter des produits peut-être exempts d'un paquet de choses. Mais si on pense à large, on veut nourrir, c'est la plus grande responsabilité des agriculteurs, c'est de nourrir la planète, c'est de nourrir les gens. C'est peut-être la plus grande responsabilité qu'il n'y a pas, là. Mais... Fait qu'on faut aussi se poser la question, est-ce que nos actions vont permettre de nourrir les gens? Et à bon prix. À bon prix, parce que oui, on peut en faire des produits parfaits en tous sens, mais à quel prix? C'est la question qu'il faut se poser. L'agriculture durable, c'est pas de l'agriculture biologique, mais on essaie de se rapprocher le plus possible de des méthodes d'agriculture qui vont faire attention à l'environnement. Ça veut dire de ne pas mettre des pesticides pour rien ou mettre des fongicides pour rien. C'est sûr que oui, il faut prévenir avant de guérir parce qu'on s'entend que guérir, ça peut vraiment être difficile, mais ils font vraiment attention aux doses qu'ils mettent. Ils vérifient vraiment pour pas mettre des doses phénoménales qui vont détruire l'environnement aussi. Ils vont pas choisir des produits qui vont être contre nature. Ils vont aussi, cette année, je me souviens plus du nom du produit, mais dans les pommiers, ils ont des vergers. Puis ils ont essayé un nouveau... c'était comme une petite terrasse, si on veut. Je sais pas si vous appelez ça une terrasse. La mouche, elle va pondre les œufs dans la pomme, ça va détruire la pomme. Puis cette chose-là, dans le fond, ça va vraiment venir détourner la mouche pour pas qu'elle ponde à l'intérieur. Fait que ça va réduire à 3 fois les insecticides. Fait que là, c'est de l'agriculture durable parce que c'est pas biologique, mais on essaie de faire attention à ce qu'on met pour éviter vraiment de démolir l'environnement. Le poulet qui est emballé à l'épicerie. Emballé par l'épicerie? Par l'épicerie? J'y vais plus vers les marques connues, ouais. Moi, je vais être plus prime. Je vais être plus prime, ouais. Je le vois puis je le prends. Je me dis que sont peut-être plus sécuritaires, je sais pas. Genre emballé sous vide comme, mettons, Flamingo ou whatever? Je sais pas pourquoi. Je suis portée à prendre celui qui est enveloppé par l'épicerie. J'achète aussi en spécial. Et puis, c'est la marque, bien souvent, c'est Flamingo, là, aussi, hein? Flamingo, Excel d'or. Excel d'or, c'est ça. J'ai confiance à ces marques-là. Moi, j'aime plus le poulet, le voltigeur. Autrement, j'en achète pas. C'est toujours important pour une entreprise de se différencier. Dans le marché dans lequel Prograin est parti, beaucoup de compagnies étaient dans le blé, dans les céréales, que ce soit du blé, de l'avoine,
de l'orge et ainsi de suite. Donc, de vendre un produit qui est quand même similaire aux autres sans avoir de différenciation notable. C'est pour ça que ProGrain a décidé de se lancer dans une nouvelle culture complètement et d'amener du soya au Québec pour essayer vraiment de se différencier non seulement de ses compétiteurs, mais au niveau de l'offre de produits qui était déjà là au Québec, dans le fond, à ce moment-là. Les fèves edamame, en fait, c'est une variété de soya qui est bien spécifique à ça. C'est un très gros grain. C'est récolté lorsque le plant est encore qui n'est pas à maturité. Donc, c'est un plant qui est encore vert. Il y a certaines de nos variétés de type tofu qui pourraient ressembler à une variété de soya edamame. Par contre, on ne se prétend pas... On ne prétend pas avoir une variété spécifiquement pour ça. On avait certains producteurs dans le coin de Saint-Pie qui plantaient de notre variété puis qui faisaient l'autocueillette. Malheureusement, ils ont arrêté de faire cette pratique-là. Mais il y a vraiment des variétés spécifiques. Nous, on n'en a pas présentement dans notre portfolio. Qu'est-ce que j'aime le plus de mon travail, en fait, c'est de côtoyer des gens qui sont de la terre, en fait. C'est des gens à valeur noble. C'est des gens qui travaillent excessivement dur pour leur profit. En fait, on est en mesure de côtoyer ces gens-là sur une base régulière. Et ça amène vraiment beaucoup de fierté de dire aussi qu'on fait tout ça pour aider aussi à nourrir des gens. Donc, c'est sûr que ProGrain aussi, c'est une entreprise très familiale. C'est une moyenne entreprise à valeur familiale. Donc, on est rendu vraiment un petit peu éparpillé à travers le monde, mais on garde vraiment ce cœur familial-là qui est très important pour l'ensemble des employés. Donc, je mentirais de dire que l'ambiance de travail et tout ça est pour beaucoup, là, dans le fond, là. C'est étonnant. Franchement, là, en Montérégie, les Montérégiens, on est chanceux. La quantité de producteurs qu'on a et la variété, des fois, on sous-estime et on ne sait même pas que des produits là, assez émergents, des produits plus méconnus qui sont produits chez nous. Je pense à un producteur de safran qu'on a à Saint-Basile-le-Grand, dans notre cour. Bien, on a ça en Montérégie. Alors oui, on peut être très fiers, on peut se comparer à de très grands. Oui. Bien, c'est sûr que c'est une passion. Hein? Quand on choisit de faire ça dans la vie, c'est parce qu'on est passionné, parce qu'on pour plein de raisons. Oui, mais justement, c'est aux consommateurs à jouer ce rôle-là. Parce que plus les gens vont être fiers de leur terroir, plus ils vont le connaître, se l'approprier, bien ça fait toute la différence. Parce qu'au-delà de l'aspect économique et tout, bien, il y a l'aspect de la sentiment de valorisation aussi de ces artisans-là de notre terre. Il faut les encourager, tout à fait. C'est un bien beau milieu de vie. Je pense que c'est une belle richesse que j'ai pu transmettre à mes enfants, d'être élevé sur une ferme. C'est valorisant parce qu'on nourrit la planète, là. On nourrit, bien pas à moi tout seul, là, mais reste que les agriculteurs ont un très beau rôle. Puis, ouais, c'est pas un métier désagréable, là. Non, moi, je viens pas du milieu agricole. Dans le fond, je suis issu d'un autre domaine, mais ça va faire 4 ans, en fait, que je suis dans le domaine agricole. Puis, sincèrement, c'est stimulant. Oui, j'ai pensé plusieurs fois à dire que j'ai le goût de m'acheter une ferme, et ainsi de suite. Dans le coin, c'est un petit peu plus dispendieux d'acquérir de la terre, donc c'est un pensez-y bien. C'est comme on se lance à 100 %. On ne peut pas être un gentleman farmer, c'est un petit peu plus dispendieux de faire ça au Québec. Mais c'est sûr et certain que ça nous rapproche. On change beaucoup notre vision. Maintenant, de traverser la 10
je me trouve à regarder sont où les semis, la hauteur des plants, et ainsi de suite. Donc, ça change énormément la vision qu'on a de l'agriculture en général. Comme quelqu'un de la ville ou quelqu'un qui n'est pas dans le domaine agricole, qui regarde un champ peut se dire ben, c'est la même variété un peu partout. Lorsqu'on est dedans, c'est là qu'on se rend compte, de la technicité du domaine, du nombre d'acteurs qui viennent influencer la décision d'un producteur agricole, le nombre de joueurs qui doivent vendre des produits à gauche et à droite aux producteurs agricoles pour arriver à ce que lui-même ait une récolte rentable et profitable. Donc, on ne se rend compte pas de ça à l'extérieur. C'est quand on rentre dans cette industrie-là qu'on rencontre des gens incroyables, qui ont vraiment des bonnes valeurs. C'est aussi le côté technique et complexe aussi de l'agriculture parce qu'on joue avec des variables où on ne contrôle pas tout. On ne fabrique pas des crayons où on le sait très bien qu'on peut contrôler toutes les étapes de la production. On travaille avec un produit qu'on connaît, mais après ça, on le donne dans les mains de quelqu'un. Puis lui, il va le semer. Mais après ça, Dame Nature va faire ce qu'elle peut. Puis elle va nous envoyer des variables qui sont différentes d'année en année. Puis ce qui est important de savoir aussi, puis il ne faut jamais l'oublier, je pense que chez Prograin, c'est quelque chose avec lequel on travaille tout le temps. C'est l'esprit de dire on vend un produit à quelqu'un qui, ça va lui générer un revenu. C'est pas un bien de consommation de tous les jours. S'il n'est pas satisfait, c'est son revenu à la fin de la journée qui va être pénalisé. C'est pas d'avoir bu une liqueur et de dire « Ah, ben je ne l'ai pas vraiment aimé, j'en choisirai une autre plus tard ». L'implication, l'impact est très faible, en fait, tandis que quand on vend un soya puis qu'il y a quelques 100 acres qui sont semés puis que la performance n'est pas là au champ, bien, c'est le revenu du producteur, le revenu de sa ferme au complet. Ça peut avoir un impact sur énormément d'acteurs au niveau de la gestion de la ferme. Donc, il faut toujours être conscient de ça, que toutes les unités qu'on vend, c'est un revenu potentiel aussi qu'on vend.